Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que j'ai développé et je vais vous montrer aussi qui suis-je. Donc moi, c'est Benoît Forgette. Je travaille à Digital Security sur tout ce qui est la recherche de vulnérabilité sur des équipements en tout genre. Donc je fais de la rétroconception hardware et software principalement. Là, le but de cette présentation, ça va être de vous présenter un peu pourquoi je me suis intéressé à Android. Ensuite, les outils qui existent pour l'analyse sur Android. Voir l'outil que j'ai développé, donc qu'est-ce que c'est. La routine d'exécution de cet outil, donc un peu les internals de cet outil. Et puis comment contribuer et qu'est-ce que l'avenir de l'outil. Donc déjà, pourquoi je me suis intéressé à Android, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Android, on a à peu près 88% de téléphones à date de 2018 qui fonctionnent sur le système Android. Et moi, dans mon travail, vu que je m'intéresse beaucoup aux équipements IoT, etc., je vois de plus en plus des équipements qui fonctionnent sur ce système Android. Typiquement, j'ai pu voir des pagers, euh, des head units de voitures, etc. Alors je me suis posé la question de pourquoi on s'intéresse plutôt à Android plutôt je sais pas, un Linux embarqué. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça embarque déjà pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on a en fait un bootloader, des ROM qui sont déjà disponibles, où on a des bootloaders intégrés qui permettent de faciliter le démarrage du système d'exploitation. Une API pour interagir avec l'hardware, le software, donc c'est tout ce qui est les GPIO. On va aller voir un peu après. La possibilité de mettre de la ARM Trust Zone, ce qui permet d'avoir en fait, de la conteneurisation au niveau kernel. On va avoir des applicatifs qui vont être euh, eux euh, dans une zone mémoire particulière qui sera pas accessible par une autre partie du kernel, ce qui est avantageux pour éviter les vulnérabilités. La possibilité de justement programmer avec un langage de haut niveau, comme le Java, le Kotlin, et puis la possibilité d'avoir des systèmes donc d'IPC, c'est la communication interprocess, donc inter-application. Donc aujourd'hui, quand on regarde un peu comment fonctionne une application, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a, moi quand je reçois une application, c'est comment on va l'analyser, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va être intéressant. Et ce qu'on peut voir, c'est que on va avoir les entrées d'utilisateurs qui, elles, vont permettre de faire de l'injection. Et on va voir comment est-ce que l'application gère bien ces entrées. On va voir en bleu ce qui correspond à l'IPC. Donc en fait, c'est un module kernel qui est accessible directement avec /dev/binder, qui lui permet de communiquer entre deux applications. Et on peut lui ajouter en fait des permissions pour éviter qu'une application puisse utiliser certains IPC sans qu'il ait vraiment le droit de les utiliser. On va avoir du coup l'accessibilité sur tout ce qui est Android API. Donc on va pouvoir accéder à la caméra, le NFC, le Bluetooth, etc. Et on va voir en orange l'accès au file system. Donc ça c'est pareil, ça va être accessible via l'API Android. Et c'est géré par Unix. Donc là, c'est la base Linux qui est en dessous d'Android, qui a un fonctionnement de C groupes. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une segmentation sur le file system, c'est-à-dire que l'application va pouvoir accéder seulement à son environnement. Donc son environnement, ça va être son stockage, donc s'il veut stocker des informations, des images, etc. Les datas comme des fichiers de configuration, et puis après, plus généralement, à tout l'accès au binaire du système Unix. Donc, ce qui va être intéressant quand on va auditer ce genre d'application, c'est effectivement donc, les entrées utilisateurs, les accès au file system, donc voir à quoi accéder à une application et est-ce qu'elle écrit à des endroits qui sont accessibles par d'autres applications. La gestion des permissions, pour savoir est-ce qu'on a accès
est-ce qu'on va pouvoir accéder à cette application via d'autres IPC? Et puis les communications Bluetooth, HTTPS, NFC, etc. Donc là, j'ai un peu vous présenté les outils qui existent déjà, hein, qui sont déjà présents depuis quelques années. Hein. Donc, je pense que les personnes qui ont déjà audité des applications Android vont les connaître. Hein. On va avoir par exemple MobSF, qui est lui pour le coup beaucoup plus focus sur l'analyse malware. Mais ça te fait déjà une bonne analyse, une pré-analyse qui est plutôt sympathique. Donc pour l'analyse statique, c'est vrai que c'est assez facile à utiliser. On a déjà un Docker, c'est très simple d'utilisation. Et pour le dynamique, bon, il y a un peu plus de manipulation, mais ça se fait, et ça fait une analyse statique et dynamique. Par contre, le souci que je trouve moi sur cet outil, c'est que c'est très très difficile d'ajouter une fonctionnalité. On va avoir AndroGuard, donc ça c'est utilisé typiquement par MovSF. C'est un outil qui est très puissant pour justement faire de l'analyse un peu plus poussée, donc analyser tout ce qui est le code source, avec construire un AST, faire des références, trouver les xref de chaque fonction, variable, etc. Et aussi de l'analyse des formats spécifiques d'Android, comme l'Android Binary XML format. Par contre, c'est forcément plus difficile à utiliser, c'est que c'est plus une utilisation en tant qu'API plus qu'un utilisateur final. Après, dans les outils que je trouvais étaient intéressants, on avait Quark, qui a été abandonné depuis le temps. Hein. Mais la fonctionnalité qui était vraiment intéressante sur cet outil, c'est que ça pouvait générer des POC. Donc souvent, quand on fait un audit d'application, on peut exploiter certaines vulnérabilités en utilisant directement des outils qui sont disponibles. Mais ça fait toujours un peu plus son effet de pouvoir générer une application qui, elle, sera malveillante et va pouvoir directement exploiter ces vulnérabilités. Et ça, c'est un peu la plus-value de Quark qui permettait de faire ça. Ensuite, on a un outil, je pense qu'on a plus besoin de le présenter, hein, c'est Frida, qui est utilisé pas que pour l'analyse d'Android, hein. Il y a aussi sur l'analyse de Windows, de Linux, etc., qui elle va permettre donc faire que l'analyse dynamique et va permettre en fait de s'attacher à des méthodes ou à de la mémoire dans les applications pour pouvoir les améliorer. Enfin, pas les améliorer, les modifier pour pouvoir un peu monitorer leur fonctionnement. Et aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle Objection qui permet d'utiliser Frida plus facilement parce que forcément, c'est que par du scripting qu'on utilise usuellement Frida. Alors que là, avec Objection, on peut directement charger des scripts plus facilement, c'est déjà plus facile. Donc ça, c'est un peu... enfin non, il y a encore Drowser, qui lui va pouvoir faire sa spécialité, en fait, c'est un peu les injections SQL. Donc il va permettre de scanner les activités, les services et providers, dont je vais présenter un peu après. Et il va permettre de faire des injections SQL donc via les providers, qui sont en fait ils vont fournir des bases de données de l'application. Et ça fonctionne à API. En fait, on peut faire des requêtes sur ces bases de données pour récupérer des informations. Et certains providers sont exportés. Et Browser, en fait, permet de voir si elles sont sensibles à des injections SQL, etc. Donc voilà, ça c'était un peu un état des lieux des différentes outils qui existent pour l'analyse d'application. Et là, j'ai un peu montré ce que moi j'apporte avec Astook. Donc ce que je vais réutiliser, qui ont déjà été présentés sur les outils précédemment, c'est les fonctionnalités de plugin, donc on fait qu'on puisse en ajouter facilement, l'analyse d'AST, donc ça c'est comme AndroGuard, en fait on va construire un AST, je vais expliquer un peu ce que c'est après, d'analyse de teinte, qui elle va permettre de suivre la vie des variables, la génération de POC, donc comme Quark en fait, créer des applications qui vont pouvoir exploiter des vulnérabilités automatiquement.
Et l'utilisation d'un émulateur ou d'un téléphone physique, le fait que le téléphone soit routé ou pas routé, il y a pas de souci, il va s'adapter. En fait, on peut directement brancher un téléphone à son ordinateur et utiliser l'outil, et il va directement aller s'interfacer avec le téléphone ou avec l'émulateur. Et dans les choses nouvelles que je trouve qui sont intéressantes, c'est le fait qu'on puisse utiliser les résultats d'analyse dynamique et l'analyse statique pour un peu enrichir en fait l'analyse. C'est-à-dire que plus on le fait tourner, plus il va pouvoir enrichir avec les informations qu'on lui donne au fil du temps qu'on l'utilise. Et la dernière chose, c'est en fait l'instrumentation du téléphone. C'est-à-dire que c'est pas seulement un outil qui se lance et qui fait son analyse tout seul. Il va instrumenter le téléphone pour créer son environnement, le mettre comme prêt pour un auditeur, entre guillemets, et qu'on puisse l'analyser beaucoup plus facilement et qu'on puisse interfacer par exemple d'autres outils. Je vais un peu vous expliquer d'où vient ce nom Astouk. Donc c'était AST. Donc voilà, ça c'est un peu un exemple d'un AST, hein. Qu'est-ce que c'est un AST? C'est Abstract Syntaxical Tree. C'est-à-dire qu'on construit un arbre par rapport aux opérateurs et aux opérandes. Donc les opérateurs, ça va être par exemple là dans notre cas 2, 7 et 3. Et les opérandes, ça va être le fois et le plus. Donc c'est grosso modo construire en fait un arbre du code source pour pouvoir justement l'analyser plus facilement. Et le deuxième point, c'est un hook. Donc qu'est-ce que c'est un hook? En fait, c'est s'accrocher à une fonctionnalité pour la modifier ou l'améliorer. Initialement, dans le développement, on appelait ça hook pour tout ce qui était des améliorations. C'est-à-dire qu'en fait, on va accrocher des fonctionnalités supplémentaires sur une fonctionnalité. Et c'est là qu'on faisait des hooks. Et dans l'outil, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va pouvoir hooker en fait, chaque nœud de la ST pour pouvoir faire son analyse. Et donc là, on va ajouter en fait, à chaque fois une fonctionnalité à ce nœud. Et puis, il va hooker avec Frida en fait, pour pouvoir accéder aux fonctions dynamiquement. Donc en fait, on a la partie statique pour AST et la partie Frida pour la partie dynamique. Donc pour revenir un peu sur ce schéma où j'expliquais comment fonctionnent un peu les applications sur Android, là, on va voir en fait ce que va analyser Astouk, enfin ce qu'il va monitorer. Donc typiquement, il va monitorer tout ce qui est les entrées utilisateurs, les receivers, les services et les activités des providers. Donc je ne vais pas très bien expliquer ce que c'était, donc on peut revenir là-dessus. On a les receivers qui vont en fait... c'est quand on reçoit par exemple un SMS sur son téléphone. On a notre téléphone qui ouvre une petite pop-up en nous disant j'ai bien reçu tel numéro, est-ce que vous voulez directement le renseigner sur l'application? Donc ça c'est pour tous les... j'ai plus le nom, mais les codes qu'on on nous demande quand on a des applications, il y a un petit... on nous demande on reçoit un SMS et c'est un numéro de code, et ça directement l'application va être capable de le lire. Bah, ça c'est un peu grâce au receiver. En fait, les SMS vont directement être broadcastés à toutes les applications, et les applications vont pouvoir lire ce SMS s'ils ont la permission lire les SMS. Les services, donc là c'est pareil, c'est ce qui en fait on a les activités qui vont être en foreground, hein, c'est ce qu'on va avoir d'affichage notre UI. Et les services qui, eux, vont être en background, qui, eux, vont pouvoir exécuter des fonctionnalités en arrière-plan. Et ensuite, on a les providers, donc c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure avec Drowser, c'est en fait des bases de données qui vont être accessibles. Et avec le code, en fait, on a des wrappers qui vont pouvoir filtrer les demandes. Et c'est là qu'on peut vérifier, par exemple, tout ce qui est injection SQL. Ça va bien sûr aussi monitorer tout ce qui est permission, voir si les permissions sont valides, s'il n'y a pas de souci de permission. Au niveau du file system, on va pouvoir se mettre dans l'environnement pour pouvoir voir ce que voit l'application, être en fait à la place de l'application, donc s'accrocher en tant un shell directement dans l'application.
Et puis tout ce qui est niveau réseau, aujourd'hui, j'ai pas encore toutes les fonctionnalités, mais par exemple, j'ai déjà implémenté pour le Bluetooth et pour le HTTPS, où on peut intercepter et lire les communications. Donc maintenant, je vais un peu vous montrer comment se déroule l'utilisation classique d'Astook et voir en fait tout son fonctionnement interne. Donc déjà, en fait, quand on lance l'outil, la première chose qu'il va faire, c'est bien sûr décompiler l'application. C'est qu'on a un format d'APK et lui, il va le transformer en un dossier qui lui contient le code source et toutes ses ressources, etc. Donc là, en fait, dans les décompilateurs qui existent, on a CFR, Proxion, Jadix, JDGUI et Fernflower. Ce qui permet en fait de pouvoir un peu comparer des fois les décompilations, parce qu'elles ne sont pas tout le temps les mêmes pour chaque décompilation. Des fois, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Et donc du coup, c'est toujours intéressant d'avoir plein de décompilateurs. Et en plus, il y a une fonctionnalité de pouvoir faire la différence sur les différentes applications. Donc, on peut demander à Astook de regarder, de comparer plusieurs décompilations pour pouvoir voir comment il le décompile et qu'est-ce qui est un peu différent. Ensuite, quand on a lancé cette décompilation, il va nous créer un petit dossier. Ce dossier qui va être dans votre home .astook et le nom de l'application. Dans ce dossier, on va avoir en fait un dossier de patch qui va être lui contient en fait l'application qui est patchée par rapport par rapport, en fait, il va insérer Frida directement dans l'application si jamais le téléphone n'est pas routé. Mais ça, c'est vraiment un cas particulier. On va voir toutes les précédentes décompilations pour pouvoir les sauvegarder, pour éviter de devoir les régénérer à chaque fois. La décompilation actuelle et par exemple d'autres fonctionnalités comme le POC où on peut générer des fausses applications et où il va tous les stocker dans ce dossier-là. Et le info.json qui lui contiendra en fait toutes les informations sur les dates de décompilation, les dates de patch, savoir l'architecture avec laquelle l'application il l'a patché pour pouvoir savoir s'il doit repatcher l'application si nécessaire. Donc après, on va avoir une analyse brève de l'application. Donc on va nous montrer le manifeste avec les fonctionnalités qui peuvent être dangereuses en fonction des applications, les permissions utilisées et les permissions créées, les activités, les services et les broadcast receivers, puis les providers. En fait, tout ce qu'on a vu un peu plus haut. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Hein. Quand on le lance, on va voir donc les fonctionnalités dangereuses. Donc par exemple le holo backup qui par exemple si on est sur une application bancaire, on va éviter que ça sauvegarde toutes les données bancaires directement si on fait un backup du téléphone. On va éviter l'écriture externe, c'est-à-dire sur une zone de mémoire où toutes les applications vont pouvoir avoir accès. Donc ça, on va aussi, ça va être un point sur lequel on va pouvoir monitorer, vérifier que ce qu'il écrit ne c'est pas des données sensibles, etc. Ensuite, on va voir les activités, les services exportés. Donc dans les activités, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, on a un système de deep link. Donc qu'est-ce que c'est les deep links? C'est en fait quand on est sur ton téléphone, on va cliquer sur un lien. Qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir directement, il y a certains liens, ça va ouvrir directement l'application. Donc comment ça fonctionne? C'est que dans l'application, on a mentionné que, par exemple, là pour l'application Cora, quand on avait un lien avec https quelque chose cora.com, alors il faudra ouvrir cette activité et fournir les données qui sont dans le lien. Donc ça permet de savoir par où attaquer, entre guillemets, l'application. Et donc voilà. Ensuite, on va avoir donc tout ce qui est broadcast et receiver. Donc ça, c'est ce que j'expliquais par rapport au SMS. Là, par exemple, on peut recevoir plusieurs types d'informations. Le fait que le fait qu'on puisse installer une application, c'est-à-dire qu'on va envoyer un broadcast qui permet d'installer une application, etc. On va pas forcément rentrer dans les détails là-dessus. Et c'est un peu les fonctionnalités qui existent. Ou pouvoir, par exemple en interne, lancer une autre activité par un broadcast. Et puis les providers qui sont eux les bases de données. Okay.
Ensuite, il va pouvoir analyser le code source. Donc ça, on se base au niveau du code source Java, hein, pas du code Smelly. La raison pour laquelle j'ai pris du code source Java, c'est qu'aujourd'hui, je considère que les applications, enfin les décompilateurs vont de plus en plus s'améliorer et que c'est beaucoup plus facile pour un humain de regarder du code décompilé en Java que du code Smelly qui est pas forcément toujours très, très lisible. Il va d'abord construire un AST, donc là vous pouvez voir un peu plus un exemple de à quoi ressemble un AST. Avec donc là, quand on rentre dans un code source Java, on a une classe declaration qui est par exemple la login activity, et on va voir certains fields comme login view, donc le login view model, ou les différentes méthodes qui sont appelées dans cette classe. Et ensuite, on va descendre pour avoir tout le fonctionnement en fait de chaque méthode, de chaque champ, etc. Donc ça permet d'avoir vraiment une visualisation un peu du code source, plus simple pour un ordinateur à comprendre. Ensuite, en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme ce que j'expliquais, on va se hooker sur les nœuds. Donc là, par exemple, on a un plugin qui sert à s'accrocher à un nœud, donc qui lui permet de lister toutes les entrées utilisateurs. Comment ça se présente? On va juste lui dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est le type de nœud, c'est le local variable declaration, et qu'on veut s'accrocher à l'entrée de ce nœud-là. C'est pour ça qu'on met in. Et ensuite, à chaque fois qu'on va arriver sur ce nœud-là, on va avoir la fonction call qui va être appelée. Et nous, on va vérifier le type, si c'est un edit text, text view, etc. C'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer que cette entrée-là est une entrée utilisateur. On va avoir une liste de toutes les entrées utilisateurs comme ça. Ensuite, je vais vous montrer un autre plugin qui lui est un peu plus complexe. C'est pour qu'on va pouvoir un peu agrémenter en fait, l'analyse. Ça va être la teinte analysis. Donc, qu'est-ce que c'est la teinte analysis, hein? C'est suivre les variables sur toutes les utilisations dans le code source. Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement? En fait, on va avoir, je vais vous montrer des exemples après, mais on veut savoir qu'est-ce qui va se passer à une variable dans toute sa durée de vie, de son utilisation. Donc, je vais montrer des exemples après parce que c'est quand même plus parlant par des exemples. Comment on va d'abord créer une teinte? C'est on va devoir savoir qu'est-ce que la durée de vie d'une variable. Donc quand elle est encore en vie et quand c'est-ce que c'est une autre variable. Donc pour ça, on va pouvoir identifier en fait les différents scopes d'utilisation. Par exemple, quand on arrive dans un programme et qu'on a un paramètre for, donc for i dans la boucle, enfin for i in range de 0 à 100, par exemple, on va avoir un i qui va de 0 à 100, et cette durée de vie de variable de i elle est valable que dans la boucle for. Quand on sort de la boucle for, elle n'est plus existante. Donc ça, c'est très important de savoir en fait où est-ce définir tous ces scopes pour éviter d'avoir une variable qui sort de son scope et qui ne soit pas valable. Donc parmi ces paramètres, on a donc le body d'une fonction, les paramètres d'une loop, le body d'une classe, le body d'un namespace, etc. Donc un peu pour montrer un peu avec des exemples concrets. Là, on a une classe A avec des fonctions, la fonction hello et hello2. Comment ça va se passer? C'est qu'on va commencer à parser notre code. Donc on va arriver avec la classe A, donc on va créer un scope A. On va arriver à une variable E, qui elle est hello. Donc là, on va renseigner dans notre scope la valeur E. Ensuite, on va arriver à une fonction hello. Donc là, cette fois-ci, on va encore créer un nouveau scope, le scope hello. On va lui définir les deux variables qui sont dans le paramètre, donc B et C. Et on va exécuter donc du coup notre print E, B et C. Donc on sait que l'utilisation, on a la variable E, B et C qui existent bien et qui vont être affichées. Et on va sortir ensuite de notre fonction. Ce qui va se passer, c'est qu'on sort de notre fonction, évidemment, on détruit le scope. Et là, on arrive avec le scope hello2. Le hello2 utilise juste la variable E. La variable E est définie dans la classe A, donc il n'y a pas de souci, il l'affiche. Et puis il sort de son scope. On détruit hello, on détruit A.
Ça, c'est un exemple en fait de création de scope, comment ça fonctionne. Et ce qui va nous intéresser en fait dans l'utilisation d'un scope, c'est sa durée de vie, donc son utilisation, enfin savoir tracer en fait toutes les utilisations d'une variable. Et donc pour ça, en fait, par exemple là dans cet exemple, on va avoir dans la fonction main une variable a qui est appelée, et on va devoir faire un lien avec la variable a qui est en paramètre, qui est appelée dans la fonction de la classe a hello. On utilise a, et donc là on va faire un lien entre le paramètre du main a et le premier paramètre de la fonction hello, qui elle après est appelée b, et donc du coup on va pouvoir faire un lien entre le fait que quand la fonction hello est appelée, le paramètre b peut être la valeur a, qui est entrée en main. Et donc sur un exemple plus complexe, et pour montrer un peu à quoi ça ressemble, en fait derrière on va construire un graphe. Donc là on a un code qui lui va être analysé par Astouk, et il va nous sortir en fait un graphe avec toutes les utilisations des variables. Et en fait l'avantage d'avoir cette analyse de teinte, c'est qu'on va pouvoir par exemple, si nous on veut savoir si on peut influencer sur l'écriture d'un fichier sur le file system, on va demander, on va faire en fait du slicing sur notre teinte. On va demander l'entrée qui est écrite. Donc dès qu'on a un open, dès qu'on a un write, est-ce que les paramètres qui sont passés à cette fonction-là va être utilisé dans, par exemple, une entrée utilisateur. Donc là, on va remonter tout notre graphe pour pouvoir voir si, effectivement, elle est appelée. Et dans la continuité de ces plugins, hein, c'est que pas des plugins qui fonctionnent seuls, hein, c'est qu'on peut après, par exemple, là on a une fonction, on a un plugin qui permet de lister les fonctions de l'application. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pouvoir utiliser la teinte, enfin, en fait en fonction de si le paramètre teinte est activé, il va pouvoir donner plus d'informations. Donc par exemple, pourquoi c'est intéressant d'avoir la teinte sur une liste de fonctions, c'est qu'on va pouvoir avoir le type exact. Par exemple, quand on utilise une classe, on va créer un nouvel objet de classe, on va le mettre dans une variable, et puis après on va utiliser cette variable-là, on va utiliser une fonction. On va pas forcément savoir quelle est juste en regardant la ST, quelle est la classe utilisée. Et par contre, en utilisant la teinte, on va pouvoir faire donc remonter les utilisations de cette variable pour pouvoir voir à un moment qu'on crée à partir de cette nouvelle classe, et donc définir que la fonction qui est appelée, on va voir le nom de la classe et le nom de la fonction. Donc là, ça permet d'améliorer un peu en fait les plugins par rapport à la teinte. Dans les autres fonctionnalités que j'avais présentées, on avait la génération d'APK. Donc c'est générer des fausses APK qui vont pouvoir exploiter. Donc par exemple, aujourd'hui, ce que Astouk permet de faire, c'est quand on a une intent exportée. Je vais vous montrer un petit exemple. Hop. Donc là, on va en fait, on a une application qui est vulnérable avec une activité qui est exportée, qui elle prend un paramètre. Donc on voit on va voir le code. Hein. On voit qu'il nous dit que il y a un paramètre validate qui est de type bool et qu'il est renseigné à l'endroit du code de main to activité.java. Et quand on va regarder du coup ce code, qui est à la ligne 24, on va pouvoir voir que effectivement, si l'activité qui est appelée, qui est exportée, a le paramètre validate qui a true, alors on va exécuter, on va afficher un good job. C'est assez basique comme application, mais c'est vraiment juste pour la démonstration. Donc là, on sait qu'en fait, il nous a déjà généré une application. Donc on va pouvoir regarder à quoi ressemble l'application. Donc là, il nous a généré tout un dossier avec un makefile, avec tout pouvoir pour la régénérer, parce que si jamais il fait des erreurs, on peut pouvoir modifier le code Java et le régénérer. Et on peut aussi l'installer. Donc là, on va d'abord
relancer du coup l'émulation de notre application qui est vulnérable. Donc c'est une application où quand on met un mot de passe, on nous met que non, on n'est pas autorisé à aller à cet endroit-là, et que quand on met le bon mot de passe, ça affiche good job. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer l'application qui est générée par Astook. Donc via adb install avec du coup l'application. Donc ça installe notre application. On va la retrouver directement sur le téléphone, et en exécutant l'application, on ouvre directement le good job de l'application Vulnintent. Voilà. Ça, c'est un peu un exemple de ce qui est possible de faire, hein, et j'ai montré un peu comment nous, on peut générer nos propres APK. En fait, c'est juste un module, mais on peut l'agrémenter, bien évidemment. Donc en fait, déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va générer un template de l'application avec les choses qu'on va devoir, par exemple, injecter à une autre application. Donc là, dans notre cas, c'était le nom de l'application, enfin le nom de l'activité à appeler, et puis une data qui était validée, qu'il fallait passer à true. Ensuite, on va, dans notre code, lui indiquer appeler en fait le code Jinja. Donc c'est là qu'on voit le Android manifest avec le nom de l'application, l'activité à exporter et les différentes données. Et donc lui, directement, avec les données qu'il a analysées, va pouvoir remplir directement l'application et puis la générer. Pour la générer, comment ça se passe c'est un peu magique, hein. Derrière, en fait, il y a un makefile qui, lui, va faire différentes choses. Comment ça fonctionne, en fait, quand on gère une application, c'est que on a un fichier Java à la base, on va pouvoir le transformer en un point classe, qui est du coup le bytecode du code Java, qui lui va être transformé avec du coup ce qui est en orange. En fait, c'est tout ce qui est généré qui est utilisé directement par Android, hein, qui sont vraiment liés à Android, alors que Javac et Jartiner, c'est des fonctions qui sont disponibles dans Java nativement, qui va transformer en un fichier DX, qui lui après va le régénérer, générer une APK en fait, mais elle non signée, en utilisant la bibliothèque android.jar et l'Android manifest, hein. Donc c'est là où on renseigne directement tout ce qui est permission, activité, service provider, tout ce qu'on a présenté. Ensuite, il va signer cette application. Donc ça, c'est avec, on va d'abord générer notre propre certificat, parce que quand on installe une application, il faut forcément qu'il y ait un certificat développeur qui lui va permettre de l'installer sur l'application. Si on a une application non signée, on ne peut pas l'installer. Mais il n'y a pas vraiment de vérification sur cette signature, c'est-à-dire qu'on peut générer n'importe quelle signature et on pourra l'installer sur Android. Contrairement à, par exemple, iOS, où là, il faut forcément avoir une signature d'Apple. Et puis ensuite, on va faire un zip align. Donc, qu'est-ce que c'est un zip align? Ça va être juste de réaligner, parce qu'en fait, les APK ont une taille bien précise et un alignement très bien précis qu'il faut respecter. Donc derrière, en fait, on retrouve avec du coup notre APK généré, et on peut directement l'exécuter sur n'importe quel téléphone ou autre équipement si il fonctionne aussi sur Android. Donc ça, c'est pour tout ça la partie statique, un peu l'implémentation d'analyse statique. Et maintenant, on va passer à l'analyse dynamique. Donc, là, on va voir beaucoup plus la partie instrumentation. Ce qui va se passer, c'est ça va démarrer automatiquement notre émulateur ou notre téléphone, et on va pouvoir, par exemple, intercepter automatiquement tout le trafic HTTPS. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que lui, il va installer tout ce qui est nécessaire pour l'interception d'un trafic. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut intercepter un trafic sur une application Android, il est toujours nécessaire d'avoir en fait le certificat
de notre proxy d'installer sur le téléphone, sinon on pourra pas intercepter, toute la communication HTTPS. C'est normal, sinon il pourra pas déchiffrer, correctement. Donc la première chose à faire, c'est, je vais peut-être montrer les détails après. Mais donc là, en fait, Astouk, il va pouvoir, faire toute cette partie-là tout seul. C'est-à-dire qu'on va pas avoir besoin de faire toutes ces manipulations qui sont normalement un peu fastidieuses. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'effectivement, on va lui passer un certificat. Ce certificat, il va le transformer dans le format que Android accepte, qui est le PEM. Il va le renommer avec son nom, son SHA-256, parce qu'il faut, quand on l'installe sur le système Android, il demande que ce soit avec ce SHA-là. On va le placer au bon endroit. Donc pour le placer au bon endroit, il faut savoir que la partition slash système d'Android, elle est de base en read-only, ce qui fait qu'on ne peut pas, on peut pas écrire directement, et donc on doit remonter cette partition en read-write, puis uploader du coup le certificat, lui mettre les bons droits, et puis remonter le file system en slash, de slash system en read-only. Donc ça, c'est en fait c'est tout ce que Astoug va pouvoir faire pour qu'on puisse intercepter directement les communications HTTPS. Ensuite, il y a une autre problématique qui arrive, c'est des fois on a besoin d'utiliser un téléphone qui est non routé, ou on n'a pas de téléphone routé, on a besoin de pas utiliser un émulateur. Et dans ce cas-là, c'est pas un problème parce que dans l'outil, j'ai un système qui s'appelle APK Patcher qui va permettre de corriger l'application pour pouvoir directement avoir nos certificats dans l'application, et aussi l'outil Frida qui va permettre de hooker les différentes fonctionnalités et en fait juste interagir avec l'application sans avoir nécessité d'avoir un téléphone qui est routé. En fait, quand on installe, quand on peut pas exécuter, vu que tout est conteneurisé, si on installait Frida sur le téléphone qui est non routé, on pourrait pas l'exécuter avec les droits suffisants, qui permettraient pas de par exemple interagir avec l'application. Donc pour un peu rappeler à quoi ressemble un peu une application. Donc on a notre Android Manifest qui lui a un format un peu particulier quand on l'exporte sans les ressources, qui est Android Binary XML. Les assets qui, eux, vont contenir tout ce qui est, par exemple, les polices d'écriture, des fois des images, etc. En fait, la différence entre assets et ressources, hein, parce que les assets et les ressources vont être un peu similaires. On va pouvoir... en fait, les assets, ça va être des données qui ne vont pas être compilées par application, donc qui sont encore en format RAW, alors que les ressources vont, elles, être modifiées lors de la compilation, par exemple par le système que je montrais plus haut. Et vont être beaucoup plus rapides d'utilisation, mais ils vont être modifiés. Donc ça peut prendre, ça dépend des utilisations. Bon, souvent, ce qu'on utilise, c'est que si on utilise quelque chose souvent, on les met dans les ressources. Si on l'utilise moins souvent, mais qu'on a besoin que ce soit en RAW, on utilise les assets. On va voir du coup la classe .dex qui lui contient tout le code source. Les bibliothèques en fonction de l'architecture, parce qu'en fait on a dans les applications, on a une partie qui est en haut niveau, mais on peut aussi avoir une partie qui est en native. Et donc là on va voir pour les différentes architectures, c'est du ARM, c'est du x86, etc. Et c'est là qu'on va mettre notre binaire Frida en fait. Pour pouvoir interagir avec, parce que lui est codé en C. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est les signatures qui sont dans le dossier méta. Donc maintenant, comment ça se passe quand on patch une application? Qu'est-ce qu'il va faire? Il récupère son application, il va extraire l'application sans les ressources. Donc pourquoi il va l'extraire sans les ressources? En fait, c'est juste une question de... il va avoir du mal à la recompiler si on l'extrait avec les ressources, parce que comme il y a eu des modifications, il va pas être capable de les reconstruire correctement. Donc si on laisse les ressources compilées, ça sera plus facile à juste modifier, à juste pouvoir repackager l'application. Donc on va lire directement dans ce Android Binary XML. On va ajouter une permission, la permission qui s'appelle Internet. Donc pourquoi on ajoute cette permission Internet? En fait, la permission Internet, c'est pas juste d'accéder à Google
ou je ne sais quoi. C'est vraiment juste pouvoir interagir avec les sockets Unix. Et on va avoir besoin d'accéder aux sockets Unix parce que comment fonctionne Frida? Frida, en fait, créer, il va créer une socket entre le téléphone et l'applicatif qui est sur notre ordinateur pour pouvoir communiquer via la socket. C'est pour ça qu'on a besoin de cette permission. Ensuite, on va ajouter le security config, le network security config pour pouvoir ajouter notre certificat. Pour directement lui dire n'utilise pas forcément les certificats système, utilise notre certificat qu'on va directement te renseigner dans l'application, ce qui va permettre d'intercepter directement les communications qu'on a vues en HTTPS. Et puis dans le code Mali, modifier pour pouvoir donc d'abord installer dans les bibliothèques la lib Frida, et puis dans le code Smally, avec invoquer en fait charger la bibliothèque pour qu'elle soit exécutée. Donc là forcément on doit modifier un petit bout de code du code Smally parce qu'on a qui lui est le code utilisé par l'application. Et puis ensuite utiliser un peu le même système pour devoir signer, aligner, etc. pour retransformer notre application qui elle est patchée. Euh, Maintenant qu'on a vu tout ça, il y a aussi une dernière chose, c'est que Astouk va permettre aussi de générer tout son environnement. C'est des fois des applications qui vont interagir entre elles. Et donc lui, on peut lui passer directement, lui dire j'ai telle ou telle application à installer en plus, parce qu'elles vont devoir interagir entre elles. Et lui va installer tout l'environnement pour pouvoir monitorer une application qui elle nous intéresse avec tout son environnement. Donc là, je vais peut-être vous faire un peu une démo de comment ça se passe au niveau interception, etc. Donc là, je vais utiliser en fait Burp qui lui est un proxy pour pouvoir justement regarder toutes les communications. Donc là, je configure mon proxy qui lui est sur mon localhost avec le port 8080 parce que je vais utiliser un émulateur. On va désactiver l'interception, on va juste voir le flux défiler. Donc vu que Astouk fonctionne avec des fichiers de config, j'ai un peu montré la configuration que j'ai mise. Donc là, on voit qu'en fait, j'ai mis le proxy, le proxy. J'ai activé le bypass du SSL ping. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une application, généralement maintenant, on met une sécurité qui s'appelle le SSL pinning, qui lui va permettre de vérifier si le certificat avec lequel on communique est le bon certificat, qu'on n'ait pas mis un certificat de proxy. Et donc pour ça, il y a une base de données que je mets régulièrement à jour avec les applications que j'analyse ou avec les applications qu'à Digital Security on audite. Je renseigne les nouveaux bypass pour les différentes bibliothèques qui sont utilisées pour bypass le SSL pinning. Donc là, on voit, donc on lance Astouk, il a fait démarrer l'émulateur. On voit remonter la partition Android en read-write pour justement pouvoir modifier la partie de ce cas. Il installe l'application et puis il démarre l'application. Pour l'application qui démarre, on voit que le bypass SSL pinning, il en a trouvé 3. Il voit qu'il y en a un, c'est le Trust Manager Implementation qui est utilisé. Il est en train de le bypass pour chaque requête pour éviter justement pour qu'on puisse vraiment intercepter. Et donc là, on voit toutes les requêtes qui sont appelées par application. Et ça nous évite toute la partie fastidieuse de justement instrumenter le téléphone et, bypass par exemple le SSL pinning avec différents scripts. Là, tout est intégré. Et pour montrer au niveau de l'interception, on rentre une adresse email qui est fausse. Hein. Et puis un mot de passe qu'on va pouvoir directement retrouver sur le proxy.
bien sûr, j'ai pas mis. Voilà, donc là, il se connecte. On voit que le mot de passe est mauvais et si normalement on regarde les connexions, on devrait tomber sur voilà, le username et le password qu'on a mis, qui est renseigné, qui permet de justement intercepter les requêtes. Ensuite, on va essayer de montrer sur donc je suis un peu avancé. Donc pareil, en fait, comme ce que je disais, on pouvait s'intercepter, enfin se mettre directement dans l'environnement de l'application. Donc là, en fait, on va pouvoir directement accéder au fichier de l'application. Donc on voit, en fait, on a tel fichier qui est dans les fichiers stockés par l'application. Et je vais essayer de vous montrer euh, une dernière chose. Hop, player relance, etc. Fait tout son. Voilà, donc là, pour montrer un peu au niveau on est vraiment dans le contexte, c'est en fait on a l'utilisateur U0 à 119 qui est en fait l'utilisateur précis de l'application. Parce qu'en fait chaque application va avoir son utilisateur. C'est le principe justement des C-groupes et pour faire de la segmentation au niveau du file system. Et donc bien sûr si on veut afficher ce qu'il y a dans le fichier, on a juste à faire le call shell-cat et on va voir en fait le contenu du fichier qui est stocké. Donc là c'est un fichier de config. Voilà pour cette partie-là. Et je vais vous montrer juste une dernière chose, c'est au niveau du coup de l'application du bypass bon, bien sûr il y a d'autres fonctionnalités comme le native hook, donc pour voir tous les appels au fichier ouverture du fichier. Donc là on fait si on hook open, il va les tracer et donc dès qu'on va utiliser l'application, donc par exemple pour se loguer, on voit toutes les écritures qui sont faites sur le file system. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était par rapport au fait qu'on puisse donc utiliser une application, un téléphone qui n'est non routé. Donc pour ça, je vais modifier le fichier de config pour donc avec Phonoedit Play et Phonoedit Play Store, c'est un émulateur qui a le Play Store qui lui n'est pas routé. Et on va voir qui va en fait patcher l'application tout seul automatiquement. Donc on va un peu avancer aussi. Donc là on voit en fait bon, vu que c'était une application que j'avais déjà utilisée, il a déjà patché, mais il utilise le précédent patch. Puis il installe l'application qui est patchée. Et donc là c'est Rootbeer. Donc c'est une application qui est utilisée pour vérifier si un téléphone est routé ou pas. Vu que en plus l'anti-root est activé, ça, forcément ça, on verra tout au vert, mais donc voilà, ça c'est un peu le fonctionnement. Donc maintenant je vais vous parler un peu des plugins qui sont disponibles au niveau de l'analyse dynamique. Donc on va pouvoir en fait utiliser ADB comme module et Frida. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai déjà eu le cas avec justement des Edge Unit ou des choses qui sont un peu plus ésotériques que juste des téléphones Android. Et comme c'est des wrappers, moi, ce qui m'est souvent arrivé, c'est de pouvoir en fait charger de nouveaux wrappers pour ADB et pouvoir utiliser des commandes qui sont juste sur ce système-là. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément un Android avec un smartphone classique et pouvoir en fait modifier un peu Astok pour qu'il puisse gérer ce genre de cas. Et donc maintenant, je vais finir au niveau de la partie contribution. Donc, je vous avais montré au niveau des plugins. Je vais peut-être vous montrer quand même un plugin vite fait si on a encore du temps. Je crois que c'est bon. Euh, Donc par exemple, en fait, je vais montrer qu'on peut identifier toutes les clés d'API, soit dans le code source ou dans le truc ou dans le. Mince.
dans le code source ou donc là c'est sur l'application Stop Covid, dans le code source ou dans le manifeste. Donc là il va un peu tourner, il va analyser, là c'est ce qu'on voit, la part de chargement qui va analyser tout l'APT, donc il est en train de parcourir dès qu'on voit en fait ce qu'on appelle un littéral, donc c'est une valeur, donc, et on va faire une regex sur tout ce qui est chaîne de caractères pour pouvoir identifier les différentes clés d'API. Donc là en fait il va nous sortir directement toutes les possibles clés qu'il a trouvées et à quoi ça correspond. Bon, là il n'y arrivait aucune identification, c'est pas la dernière version, mais sur la dernière version on identifierait les différents, par exemple si ça c'est du Bluetooth, il l'identifie, il précise. Ah bah si, il le met. Il met que c'est une caractéristique BLE. Voilà. Donc maintenant pour contribuer, c'est assez simple hein, en fait. Déjà pourquoi contribuer hein, c'est juste d'ajouter aujourd'hui c'est un gros projet. J'ai pas forcément toutes les. C'est un trop gros projet pour que je puisse avoir suffisamment de plugins pour pouvoir rivaliser à je sais pas, des grands outils d'Android, et je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Et donc du coup j'ai essayé de simplifier le plus possible toute la partie plugin, qui en fait est assez simple. Il y a juste à créer un dossier dans un module. Là, par exemple, on crée le dossier cycle littéral. On a juste un fichier init et un autre fichier Python qui, je vais expliquer à quoi il ressemble. Donc, par exemple, pour du statique, euh, on va avoir un système de register. On lui précise juste que c'est un module statique, que son paramètre c'est cycle littéral, que sa description et ses paramètres, donc des chaînes de caractères, et on peut en avoir une ou plusieurs. Et puis ensuite, on va directement avoir nos arguments args ici, et on peut récupérer nos arguments ici pour pouvoir les ajouter dans notre plugin. Donc ça reste assez simple. On peut charger d'autres plugins avec la fonctionnalité load module pour avoir plus de fonctionnalités comme l'analyse de teinte qu'on a vu plus auparavant. Donc ça, c'est vraiment des modules qu'on force, hein. C'est-à-dire que c'est pas s'ils sont activés, on les utilise, c'est on force, il faut qu'ils soient activés, ils sont mandatory. Et puis aussi un affichage, un print personnalisé. Et puis au niveau du code qui est généré, comme j'avais montré, en fait, on peut hooker un nœud, donc on précise juste le add node, quel nœud on veut hooker, et puis on va vérifier par exemple le type, etc. Pour les plugins dynamiques, c'est à peu près la même chose. En fait, on va offrir directement la possibilité d'interagir avec Frida, la possibilité d'interagir avec ADB. Donc Frida pour utiliser Frida et Device pour directement utiliser ADB. Donc on peut avoir pool des, euh, des, des fichiers, etc. Et pour les scripts qui sont chargés, là on le précise juste charge-moi le script de SSL pinning et hop, il va les charger. Et on peut les charger et décharger dynamiquement. En fait, on va pouvoir, quand on va avoir notre console à Stook, on va pouvoir load ou unload directement ces plugins. Et donc, qu'est-ce qu'est la suite hein, qu'est-ce qu'on va avoir après? Donc ça, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, je commence à faire la partie graphique, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est que la ligne de commande. Et les gens qui commencent à l'utiliser, c'est vrai que se plaignent de ne pas avoir une partie un peu user-friendly. Et donc, je voulais juste vite fait faire une petite démo de ce qui va arriver, mais qui n'est pas encore au point, qui n'est pas du tout up-to-date. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait une interface à Stook qu'on va pouvoir mettre sur un serveur ou n'importe où, qui va pouvoir nous faire directement notre analyse et ajouter les plugins. Bon, là, pour l'instant, c'est très minimaliste, c'est-à-dire qu'on a que l'analyse de base hein, avec juste le manifeste. Et le but, ça serait d'utiliser par exemple Spice avec l'émulateur QEMU pour pouvoir directement avoir une prévisualisation de notre émulateur et de pouvoir interagir directement dessus via une interface graphique. Donc est-ce qu'il y a des questions? Et pour moi, j'ai fini. Ok. Merci pour ton intervention. Je vais regarder un peu les. Donc on avait quelques questions qui ont pop dans le chat. Donc on avait Ninja qui demandait un exemple d'utilisation avec Htook et Htook Manager. Mais Ah ouais.
Bah, on peut vite fait essayer de montrer, parce que là, je l'ai installé directement. Alors le souci, c'est que j'ai un peu des données qui sont pas forcément, que je peux montrer, donc ça va être un peu compliqué d'utiliser Stock Manager. Mais on va essayer vite fait. Donc en fait, Stock Manager, ça va être le binaire qui lui va pouvoir en fait gérer tout ce qui est gérer toutes les applications qui sont analysées. Donc là, en fait, on va avoir différentes fonctionnalités. Donc, par exemple, liste, hein, pour lister les applications. On va pouvoir lister les applications. Pareil, on a encore un help dedans. Et par exemple, si on search, on le met comme c'est un peu l'époque. Hein. Mince, hop. Forcément, je l'ai pas. Voilà, après, il va nous sortir les applications. Bon, là, il y a pas le décompilateur et les anciens décompilateurs, mais grosso modo, il va nous indiquer pour l'instant juste ces deux fonctionnalités. Peut-être Runkeeper, vu que je l'ai montré, doit y être. Donc voilà, donc là on voit que en fait, je l'ai déjà décompilé avec JADX et CFR et que le dernier décompilateur utilisé c'est CFR. Ensuite on peut aussi avoir une fonctionnalité de serveur où on lance le serveur et on peut l'utiliser, en fait lui il a déjà chargé les AST en mémoire et ça va être un peu plus rapide. Voilà.